Alors si je vous dis que cette vidéo va parler de risques, vous allez sûrement vous dire qu'on n'est pas là pour parler de jeux de société ou que le thème est pas vraiment sexy. Sauf qu'en fait, parler des risques, ça permet de comprendre comment on peut les prévenir et sauver des vies, ce qui est plutôt utile, et ça permet aussi de se rendre compte que quand on pense aux risques, on a souvent plein d'idées reçues. Si vous pensez que ce volcan actif, c'est juste un truc meurtrier, que vous n'êtes pas bien sûr de ce que veut dire le mot résilience, ou que vous voulez savoir pourquoi la France face au risque d'inondation ressemble à ça, alors que le Japon face au risque de séisme ressemble plutôt à ça, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Alors tout ce qui va suivre s'inspire d'un article scientifique d'Édouard de Bélizal paru sur le site Géoconfluence. Imaginez que vous êtes un jeune géographe et que vous décidez de partir sur le trace de l'auteur en Indonésie. Vous arrivez sur l'île de Java et plus précisément sur les pentes du volcan Merapi, un volcan actif très dangereux. Et là, on vous apprend qu'en 2004 a eu lieu un événement qui vous semble un peu étrange. Ses habitants se sont réunis pour faire des prières et pour demander le retour des lahars. Les lahars, pour faire simple, ce sont des coulées de débris volcaniques déclenchées par les pluies de mousson qui peuvent détruire des barrages et des maisons. Du coup, vous réagissez un peu comme ça et vous demandez à vos collègues pourquoi ces gens réclament un phénomène qui pourrait détruire leur village et, accessoirement, pourquoi ils sont 1 million à vivre sur les pentes d'un volcan très actif. Et là, vous vous dites que vous avez encore des choses à apprendre. Numéro 1, comprendre comment le risque est perçu par la population. Et pour ça, cet événement étrange va pas mal vous aider puisqu'il vous montre deux choses. La première, c'est que le volcan est considéré comme une ressource et la deuxième, c'est qu'il est vu comme quelque chose de sacré. Bon, explication. Déjà, pourquoi est-ce que ce volcan serait une ressource ? Eh bien, pour deux raisons principales. D'abord parce que les pentes du volcan sont très fertiles et qu'on y cultive du riz et des légumes. Et ensuite, parce que les lahars peuvent être transformés en blocs de sable qui peuvent être vendus ou servir à reconstruire les maisons. Bon. Et ensuite, c'est quoi cette histoire de relation sacrée avec le volcan ? Alors l'Indonésie, c'est un pays majoritairement musulman, mais on y pratique aussi un islam qui est parfois en lien avec des pratiques chamaniques. La preuve, les rituels qui se déroulent sur le volcan Merapi. Il y a sur l'île un gardien des clés, ou Juru Kunci, chargé de maintenir un équilibre entre les puissances du volcan et celles de l'océan, et chaque année, des processions ont lieu pour maintenir un lien avec les esprits du volcan. Une fois que vous avez compris ça, vous vous posez une autre question, vous vous demandez comment est-ce qu'on pourrait prévenir et gérer le risque d'éruption. Et vous vous dites que ça serait peut-être bien de prendre en compte la population locale. Du coup là, on vous raconte que lors de la dernière éruption, il y a eu des cartes de risque établies par le gouvernement et des capteurs installés sur les volcans, mais que l'implication de la population a été essentielle. La population a été formée par des réunions et des fascicules d'information, et pendant l'éruption, les jeunes se sont servis des réseaux sociaux pour communiquer, et les gens se sont répartis sur différents postes d'observation le long de la rivière, pour que le village en contrebas soit prévenu dès le début de l'éruption et puisse être évacué. Du coup, vous avez compris que pour gérer le risque, il faut s'appuyer sur la population, sa perception du risque et ses connaissances du territoire. Mais vous vous posez une troisième question. Comment est-ce que la population s'est adaptée après l'éruption de 2010 ? Et là, votre gentil collègue vous montre cette vidéo pour vous parler du concept de résilience. Ça, c'est un truc qui reprend sa forme après avoir été malmené. Et la résilience, pour faire simple, c'est la capacité à retrouver son fonctionnement d'avant une perturbation. Ça vaut pour les sociétés, mais aussi pour les gens. On peut donc se demander qu'est-ce que l'éruption a changé, et ensuite, est-ce que la société a été résiliente, c'est-à-dire est-ce qu'elle a pu absorber et corriger les effets de l'éruption. Mais en apprenant ce qui s'est passé après l'éruption de 2010, vous comprenez que le terme de résilience n'est pas si simple. Changement 1, on a relogé la population dans des villages plus sûrs. Là, vous vous dites que tout va bien, la société a retrouvé son état initial puisque tout le monde a pu retrouver un logement. Sauf qu'en fait, la plupart des habitants ont été relogés dans des habitats standardisés, éloignés, et ont préféré retourner vivre chez eux que d'abandonner leurs habitudes. Donc même si les pouvoirs locaux disent qu'il y a eu résilience, il faut se méfier de ces mesures imposées et souvent peu efficaces. Changement 2, après l'éruption, le site a été mis en tourisme, ce qui a permis de redonner vie au village dévasté et de créer des emplois. Donc on voit que parfois, être résilient, c'est accepter le changement. Et enfin, troisième changement qui a eu lieu après la catastrophe, des investisseurs privés se sont installés pour extraire les matériaux des lahars. On pourrait se dire que c'est positif, puisque l'utilisation des ressources des lahars permet à la population d'être résiliente.
Les blocs de lave permettent de reconstruire les maisons détruites, l'extraction permet de dégager les fonds des rivières bouchées après l'éruption, et vendre les matériaux extraits des lahares permet à la population de retrouver un revenu après la perte de ses terres agricoles. Sauf que là, le changement s'est fait au détriment de la population locale. L'extraction est devenue une industrie dont les retombées économiques ne profitent pas à la population, et les camions polluent et rendent les routes d'accès difficiles à évacuer, ce qui augmente la vulnérabilité des gens. Comme les changements ont été faits sans prendre en compte la population locale, la ressource qui permettait aux locaux de tirer profit du risque augmente maintenant leur vulnérabilité. Donc dans ce cas-là, la capacité de la population à être résiliente a été amoindrie par les changements liés à la catastrophe. Et voilà, le jeune et innocent géographe que vous êtes quitte l'Indonésie et dans l'avion du retour, vous vous dites que votre expérience au Merapi vous a permis de retenir plusieurs choses. Déjà que l'aléa peut être une ressource, et puis que la résilience est une notion sacrément casse-gueule. Mais aussi, vous avez compris que faire de la géo, c'était aussi chercher à prévenir le risque en prenant en compte le fonctionnement des sociétés et la perception des populations, et pas seulement en étudiant des facteurs physiques. Et puis cette expérience vous a permis de voir qu'à chaque territoire était associée une culture du risque différente. C'est d'ailleurs peut-être ça qui explique les différents comportements de la France et du Japon face au risque. En tout cas, allez voir l'article qui a servi de source à cette vidéo, allez explorer le site de Géoconfluence qui est une mine de ressources, et regardez les liens en description pour creuser le sujet. Je vous promets, il n'y a aucun jeu de mots volontaire. Vous avez de quoi faire, et en attendant, donnez-moi votre avis, ce serait super sympa.